Merci beaucoup d'être ici et d'être présent. On est assez nombreux, ça fait vraiment plaisir. On est en compagnie de Yann, du coup, cofondateur des Rookies. Salut Yann. Salut. Et avec également Toucan qui est avec moi pour animer cette masterclass. Hello Salut à Toucan. tous. Toucan qui est cofondateur de Chilo et rédac chef. Et moi-même, Alpaga, qui suis en charge de créer les micro-aventures que vous pouvez désormais faire pour aller crapahuter un petit peu aux quatre coins de la France. Écoutez, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Donc là, on va commencer par poser quelques petites questions à Yann, aborder plein de sujets. L'idée, c'est vraiment que chacun puisse poser toutes les questions qu'il veut. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, soit oralement, soit via le chat. On est vraiment là pour ça, pour faire une grande discussion tous ensemble. Évidemment, il n'y a aucune mauvaise question. Et on sera ravis de discuter de tout un tas de sujets qui tiennent principalement au vélo et au bikepacking. Écoute Yann, si tu veux, je peux te laisser te présenter un petit peu en deux mots, présenter qui sont les rookies et pourquoi tu es Carrément, là, quoi. avec plaisir. Donc moi, je m'appelle Yann Mozinski. Effectivement, l'année dernière, avec mon ami et collègue Mathieu Taubert, on a fondé les Rookies. On a bossé dessus pendant le confinement puisqu'on avait un petit peu plus de temps. Et l'idée des Rookies, elle est venue d'un constat assez simple finalement, enfin de deux constats. Le premier, c'est que du coup, moi, par exemple, je fais du vélo depuis que je suis tout petit. J'ai toujours vécu dans des petits bleds un peu loin de tout. Et donc, le vélo a très rapidement été moyen de transport mais aussi d'échappatoire, quoi, on va dire. Et du coup, je fais du vélo depuis toujours. J'ai fait de la route, j'ai fait du fixie. Maintenant, je fais du BMX aussi. Maintenant, je fais du gravel et je voyage à vélo et vélo taf, évidemment. On peut voir un petit Et BMX d'ailleurs derrière qui dépasse derrière ouais, ton épaule qu'on attends, a vu tout il à est l'heure quand là. tu t'es levé là. Elle est C'est là. ça. Il est là. J'ai mon petit atelier derrière. Et non, et du coup, ouais, et Taubert, lui, il a commencé le vélo un petit peu plus récemment, il y a à peu près 2 ans. Et malgré le fait qu'on ait des expériences du vélo complètement différentes, on a un peu fait le même constat qui est que parfois on se sentait pas toujours à l'aise de rentrer chez des vélocistes ou de discuter vélo avec certaines personnes parce qu'on avait très vite l'impression d'être jugé ou pris de haut, ou on avait peur de poser des questions bêtes et on trouvait pas ça très bienveillant. Et du coup, c'est vrai qu'on se dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire et que peut-être qu'on pourrait faire un espèce de lieu un peu plus bienveillant où justement on pourrait poser et répondre à toutes ces questions bêtes et partager nos erreurs et puis nos expériences. Parce que finalement, notre mission, c'est un peu d'encourager les gens à se mettre en selle parce que c'est quelque chose auquel on croit énormément. Du bienfait que le vélo peut faire tant à l'échelle d'une société qu'à l'échelle de, enfin, chacun pour soi, quoi. Et du coup, on s'est dit que voilà, en partageant nos expériences ou en partageant les expériences d'autres cyclistes, ça pourrait encourager d'autres personnes à se mettre au vélo. Et donc voilà, donc c'est comme ça que sont nés les Rookies. Il y a donc 1 an, on va fêter notre anniversaire bientôt, là, mi-mai. Et puis visiblement, il y avait enfin, il y avait une place pour un média comme le nôtre, avec notre tonalité et nos ambitions, et parce que ça marche plutôt bien et c'est chouette et ça fait hyper plaisir à voir. D'ailleurs, le fait que vous soyez autant, c'est un peu un truc de ouf là pour moi. Et non, et l'autre motivation des Rookies, c'était aussi de changer un petit peu peut-être la perception que les gens peuvent avoir du vélo. Parce que c'est vrai que, d'ailleurs, si vous faites le test, si vous tapez cycliste sur Google, dans Google Images, c'est assez marrant. Vous verrez que des mecs blancs de 30-35 ans sur des vélos à 10 000 balles en jersey hyper taillé. Et puis vous verrez que ça sur Google. C'est comme ça que Google définit le Ah ouais. cyclisme, on va dire, dans Google Images. Je confirme que c'est exactement ça. Je sais Ouais, pas si certains ont pris la peine de faire ça. Ouais, c'est des vélos qui valent deux voitures et ouais, c'est ça. et je pense que bah, rien qu'à voir déjà la petite mosaïque de gens qui sont là et qui nous écoutent, on peut être tous d'accord que le cyclisme, c'est pas ça. Les cyclistes, c'est des vélotaffeurs, c'est des voyageurs, c'est des familles, c'est des jeunes, c'est des vieux, c'est des hommes, c'est des femmes, c'est des juniors, des seniors. Et du coup, voilà, on voulait changer un petit peu, enfin voilà, montrer que le cyclisme, c'est pas que le sport, c'est pas que le Tour de France, et que, enfin, nous, notre vision du cyclisme, c'est avant tout d'explorer des trucs, de vivre des trucs cool, rencontrer des gens, et puis tout simplement pas se prendre la tête, pas forcément avoir le nez dans les stats, mais tout simplement vivre des trucs cool grâce au vélo.
Voilà. Ouais, super, super point de vue. Super point de vue. Du coup, ravi de presque célébrer cet anniversaire, en tout cas avec toi, c'est vraiment chouette. Et du coup, donc effectivement, on l'a bien compris, c'est un média sur le vélo qui a un compte Instagram qui est aussi extrêmement qualitatif. Je vous invite également à quand même aller le checker quand vous aurez le temps, c'est vraiment très sympa. Et du coup, donc là, on a compris la position, etc. Et quels sont les projets, en tout cas, quelles sont vos idées phares ou vos projets phares que vous essayez de mettre en place, que ce que vous avez pu faire ou ce que vous allez faire prochainement? Alors, notre premier gros projet, c'est le Rookie, c'était notre guide de l'apprenti cycliste urbain, qui va du coup fêter ses 1 an également, qu'on avait sorti au déconfinement l'année dernière. On savait que le déconfinement arrivait, on savait que tout un tas de gens allaient vouloir se mettre au vélo en ville euh, comme alternative, soit aux moyens de transport qui pouvaient faire un petit peu peur en période de Covid. Et du coup, on avait fait ce petit guide qui initialement était pensé pour nos potes au taf, pour encourager tous nos potes du taf à se mettre au vélo pour venir au taf. Et donc, on avait essayé de lister un peu comment choisir ton premier vélo, quelles sont les options qui s'offrent à toi, à quoi faire attention, comment s'équiper quand il pleut, quand il neige, quand il fait chaud, comment transporter des trucs, quels sont les équipements obligatoires, ce genre de trucs, pour voilà, essayer un petit peu de démystifier toutes ces informations qui peuvent faire un petit peu peur quand tu veux te mettre au vélo en ville. Et donc, on avait fait ce guide de l'apprenti cycliste urbain en mai. Et en fait, nos potes ont commencé à demander s'ils pouvaient le partager à leurs femmes, à leurs collègues, etc. Du coup, on s'est dit qu'on pourrait peut-être le faire vivre sous les couleurs des Rookies. Et du coup, on l'a posté officiellement. On a travaillé très dur pour le sortir le jour du déconfinement, en ligne, gratuitement, en français et en anglais. Et en fait, c'était assez ouf parce que très vite, du coup, il y a la mairie de Paris qui a commencé à repartager le truc sur Twitter. Il y a eu le ministre de l'écologie, Elisabeth Oui. Borne, l'ancienne ministre de l'écologie qui l'a repartagé aussi. Tout un tas de médias aussi qui commençaient à le repartager. Il y a Brut qui nous a contactés. On a fait un épisode de Brut avec eux. Et du coup, ça a un peu fait exploser le truc. Ils ont été clairement pas prêts pour ça. Mais voilà, c'était encore dans C'était une quoi, à sur la base, c'était quoi enfin, l'intention de base ou la visée de base, vous pensiez que qu'est-ce qui allait se passer concrètement? Genre, vous sautez un guide, les gens le lisent, c'est sympa, partagez aux potes Ouais, c'est ça. et C'était puis vraiment bonsoir. parce que l'idée de base, c'était vraiment au taf. On était identifiés comme les deux mecs qui font du vélo et on avait tout le temps nos potes qui nous posaient les mêmes questions et on s'est dit bon, on va juste tout ça cadrer tout ça dans un document qui sera accessible à tous et puis voilà. Donc, mais c'est toujours cette idée de démystifier un petit peu le vélo, d'apporter des réponses aux éventuelles questions qu'on pourrait se poser. Et c'est un peu ce qu'on fait dans tous nos petits projets des Rookies. Là, notre prochain gros projet, c'est, on croise les doigts, c'est partir en Norvège, faire une aventure de 10 jours en Norvège où on part de Bergen jusqu'à Oslo. On traverse une grosse chaîne de montagnes et on va se retrouver dans un petit no man's land et ça va être assez ouf si on peut voyager évidemment. Et l'idée autour de ça, en fait, c'est que donc nous, Mathieu et moi, on est tous les deux directeurs artistiques dans une agence de publicité. Et donc, on a un peu cette déformation professionnelle de toujours faire des photos ou des films de nos petites aventures qu'on peut faire. Et du coup, là, on avait cette idée de faire un film autour de la Norvège. Mais voilà, nous, on cherche pas forcément à trop se mettre en avant. Donc, l'idée, c'était de rencontrer tout un tas de cyclistes de niveaux et d'horizons différents qui nous parleraient de eux, de leur vision du vélo, de pourquoi eux, ils estiment que ça vaut le coup de se mettre dans des situations que les non-cyclistes ou le commun des mortels pourraient juger comme inconfortable, pourquoi on aime tant se mettre du dénivelé, pourquoi on aime tant dormir dans des sacs de couchage humides, pourquoi on aime tant s'infliger ça. C'est vrai que tout le monde ne le comprend pas forcément. Et voilà, l'idée, c'était d'essayer de rationaliser un petit peu ce genre de choses, toujours dans cette idée d'inspirer les gens à se mettre au vélo et peut-être faire prendre conscience que c'est pas si inaccessible. Parce qu'une des choses qu'on entend énormément, c'est que souvent les gens, quand ils se mettent au vélo, ils sont surpris eux-mêmes des distances qu'ils arrivent à parcourir à vélo. Genre, certains vont se dire, ah, j'ai fait 10 km, certains 30 km, 100 km, selon le niveau de chacun. Mais voilà, souvent les gens se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus accessible qu'il n'y paraît. Et du coup, ça engage cette espèce de cercle vertueux de toujours vouloir aller un petit peu plus loin. Et du coup, on espère que nos contenus peuvent encourager ça. Ok. Trop trop bien. Et du coup là, ce qu'on peut effectivement retenir aussi, c'est que là, tous les sujets qui vont être abordés, sauf ton respect naturellement, tu n'es pas un professionnel du vélo. Du tout. C'est quand même un sujet qui va être abordé par le prisme de quelqu'un qui est un peu comme tout un chacun, juste kiffe le vélo et se dit bah ok, j'en fais
pas mal et tout. Bon, tu as quand même un certain niveau, on va pas se mentir non plus, mais tu es pas moniteur de vélo, ni pro et du coup là, c'est vraiment ouais, toutes les thématiques vont être abordées sous un prisme plus de découverte ou de rookies. Le nom est quand même Exactement. plutôt Parce que évocateur. tu fais très bien d'en parler parce que justement, une des choses que je voulais préciser, c'est que aujourd'hui, ce que je vais vous partager, c'est mon expérience à moi, mon vécu à moi, les choses que j'ai pu découvrir ou apprendre de mes erreurs ou de mes réussites lors de mes précédents voyages ou aventures à vélo. Mais ça veut absolument pas dire que je détiens la vérité, ça veut pas absolument pas dire que mes solutions vont être vos solutions. Mais c'est d'ailleurs une des beautés du vélo, c'est que peu importe vos besoins, peu importe vos ambitions, peu importe vos envies ou votre niveau à vélo, vous allez forcément trouver une solution qui vous convient. Et parce que surtout aujourd'hui où il y a un véritable boom du vélo, il y a tout un tas de marques, il y a tout un tas d'acteurs qui proposent tout un tas de solutions hyper intéressantes. Mais voilà, juste garder en tête que ce que je vous propose aujourd'hui, c'est peut-être des pistes pour éventuellement vous mettre à l'étrier. Je connais évidemment pas le niveau de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Mais voilà, sachez que c'est mon expérience à moi et j'espère qu'elle vous conviendra, mais si elle ne vous conviendra pas, effectivement, il y a un petit peu de test and learn à faire, on pourrait dire. Mais c'est toute la beauté du vélo, c'est que vous trouverez forcément quelque chose qui vous convient. Exactement. Je propose qu'on peut directement briller sur un des premiers sujets parce que là, dans le chat, il y a déjà des débats et des questions très intéressants. Quand tu planifies ton voyage à vélo, qu'est-ce que tu utilises comme application ou site pour gérer ton itinéraire? Alors nous, avec Mathieu, on adore Komoot. C'est une des Ah, références, je pense dont que les gens beaucoup. parlent, dont les gens parlent là dans le chat, effectivement, Ouais, qui a l'air d'être Komoot, quand même pas mal connu de. exactement. Komoot, c'est une des grosses références. On adore Komoot pour deux raisons principales. La première, c'est que l'outil de planification d'itinéraire est hyper bien fait, c'est hyper intuitif. Il y a tout un tas d'options, peu importe si vous êtes en gravel, en VTT, en vélo de route, en vélo électrique, si vous voulez juste faire une balade à vélo. L'intelligence artificielle du site vous propose des itinéraires selon vraiment tous ces fils, tous vos choix. Donc c'est vraiment top. Et l'autre raison pour laquelle on adore Komoot, c'est qu'il y a vraiment une grosse partie d'inspiration où vous pouvez aller voir ce que d'autres voyageurs ou d'autres aventuriers ou d'autres cyclistes ont fait et vraiment soit reprendre leurs traces, soit juste voir. Il y a aussi cette fonctionnalité d'incontournable où vous ou d'autres gens peuvent ajouter des incontournables sur les endroits qu'ils ont fait à vélo et vous pouvez, je sais pas, par exemple, moi, je sais qu'à côté de chez moi, il y a des petits panoramas sympas dans des forêts un peu cachées. Bah, je peux passer par là et puis mettre une petite photo, une petite description du lieu, dire comment il est accessible ou non, par quel moyen de transport ou non. Et puis vous, quand vous planifierez vos itinéraires ensuite sur Komoot, vous pourrez retrouver ces incontournables et du coup, vous êtes sûr de quasi forcément voir des trucs cool quand vous préparez votre tracé sur l'itinéraire sur Komoot. Et donc là, typiquement pour la Norvège, on est passé sur Komoot et tu trouves plein de trucs super cool, tu trouves plein d'infos sur des refuges, tu peux trouver tous les points de ravitaillement, tous les restos, ce genre de trucs. Donc non, vraiment Komoot c'est top. Et l'autre site que je peux recommander, que moi j'utilise plus trop parce que vraiment j'adore Komoot, mais qui peut être hyper cool si vraiment vous cherchez de l'inspiration pour vos premiers voyages à vélo, c'est le site de France Vélo Tourisme, qui est vraiment Qui a été cité également dans ouais. le chat. Bah, c'est bien, on a des connaisseurs là. Ouais, bravo à vous. C'est lourd. Mais c'est vraiment cool. C'est le site de France Vélo Tourisme qui recense toutes les voies vertes et qui en fait a un outil hyper intuitif. Vous mettez votre point de départ, votre point d'arrivée et il vous propose toutes les voies vertes par lesquelles vous pouvez passer. Ou alors juste pour de l'inspiration, il vous montre de façon interactive toutes les voies vertes existantes. Et donc là, si vraiment vous êtes en recherche d'inspiration pour vos premiers voyages à vélo ou pas forcément même, c'est vraiment quelque chose d'hyper cool parce que les voies vertes sont généralement des itinéraires quand même plutôt accessibles. Donc, si vraiment vous débutez et vous voulez commencer par un truc tranquille, France Vélo Tourisme, c'est vraiment un bon outil. Si on prend la préparation et le suivi de ton itinéraire, du coup, sur la préparation, donc toi, tu es sur ton ordi, tu ouvres Komoot, Ouais, tu mets je pars de tel point, j'ai telle destination, et puis en chemin, Komoot te permet donc de déterminer l'itinéraire que tu vas prendre entre les différents points que tu as, toi, déterminés comme les must, enfin, les points par lesquels tu dois passer. Et exactement. moi, je l'utilise pas mal aussi, effectivement. Et du coup, Komoot va t'orienter en fonction de si tu as décidé que tu voulais faire de la route, du chemin, donc plutôt du gravel,
ou plutôt des pistes cyclistes. Il y a aussi l'option, je crois, piste favoriser les Ouais, pistes c'est balade à vélo. Ouais. Tout à fait. à balade à vélo, il va te calculer l'itinéraire, machin. C'est assez magique. Donc, une fois que tu as déterminé ton itinéraire, tu vas comment dire, télécharger la trace GPX. C'est ça. Et toi, Exact. alors, si moi, aujourd'hui, je me mets au vélo et du coup, j'ai pas le Wahoo là, sur lequel, qui a un compteur assez génial sur lequel que tu peux mettre sur ton, ensuite foutre sur ton guidon. C'est quoi tu vois, les différentes options? Genre, je m'y mets et je suis un peu plus équipé. C'est quoi les différentes manières de suivre mon itinéraire une fois que je l'ai tracé sur Komoot? Alors, donc effectivement, tu l'évoquais à l'instant, tu as tous les compteurs GPS vélo existants sur le marché, donc qui sont ce qu'on pourrait qualifier de petits ordinateurs de bord que tu viens fixer à ton guidon. Donc, tu as des acteurs comme Wahoo. Nous, avec Mathieu, on utilise Wahoo parce qu'on estime qu'ils ont le meilleur rapport qualité-prix et vraiment pour le prix, la qualité du produit est vraiment top et il y a pas mal de choix. Enfin, il y a deux choix vraiment intéressants dans leur gamme. Et donc, en fait, là, si tu utilises ça, tu télécharges effectivement le tracé GPX depuis l'application Komoot et t'importes ensuite ce tracé GPX dans ton application Wahoo, Garmin ou Polar ou ce genre de choses. L'autre option, si tu n'avais pas équipé d'un petit ordinateur de bord, d'un petit compteur, c'est donc effectivement d'utiliser ton smartphone. Et là, tu as différentes applications qui peuvent être utiles, comme notamment GeoVélo, sur lesquelles tu peux importer des tracés GPX. Et d'ailleurs, petite parenthèse, GeoVélo, au-delà de ça aussi, une très bonne app pour les déplacements urbains. Où il y a plusieurs. Ce que j'adore, c'est quand tu fais ton itinéraire, tu as deux options, soit le plus rapide, soit le plus safe. Et en fait, pour le plus safe, il te met celui qui emprunte le plus d'itinéraires cyclables, donc de pistes cyclables. Donc ça, pour les gens qui aimeraient se mettre au vélo au début, ça peut être hyper rassurant. Donc ça, c'est un chouette outil pour ceux qui souhaiteraient se mettre au vélo en ville ou ailleurs. Et sinon, je crois que l'application Komoot, sur la version premium, propose le guidage, aussi le guidage hors ligne. Ça, ce qui est intéressant aussi si on va dans des coins un petit peu plus reculés. J'allais effectivement te demander si Komoot est une application gratuite ou non. Alors, c'est gratuit. Tu peux vraiment avoir toutes les fonctions de base, vraiment suffisantes pour partir à l'aventure à vélo avec la version gratuite. La version payante a des petites fonctionnalités en plus qui sont vraiment cool aussi. Et en plus, c'est pas cher. Je crois que c'est 30 € par an. Donc, c'est vraiment quelque chose d'accessible. Ouais, c'est vraiment quelque chose d'accessible quand on y pense. Où tu vas avoir en fait, quand tu vas faire ton itinéraire, si tu auras une grosse aventure sur plusieurs jours, tu auras une fonctionnalité pour faire l'itinéraire jour par jour. Donc ça, c'est hyper cool, c'est hyper pratique. Je crois que tu as aussi une assurance pour 1 an sur ton matériel, ce genre de choses. Enfin, vraiment, c'est hyper cool. Et donc, si j'ai pas de Wahoo, l'option un peu low-tech, donc ce serait de suivre sur mon portable, tu viens de le dire, donc sur l'appli Wahoo, la limite du portable, au-delà du fait qu'effectivement on peut naviguer en mode avion, donc offline, donc économiser sa batterie, ça va être si je pars sur plusieurs jours, c'est un peu c'est le nerf de la guerre en voyage à vélo, c'est la batterie, quoi. Donc là-dessus, c'est pareil, quelle est l'option low-tech et quelle est l'option un peu plus, je sais pas, qu'est-ce que vous utilisez vous pour la Norvège? Vous avez l'air quand même assez bien équipé, d'avoir pas mal anticipé les trucs. Quelles sont les deux options? Nous, la Norvège, du coup, on a. Donc moi, de manière générale, quand je voyage à vélo, j'ai toujours ma batterie externe. Celle-là, c'est une marque Anker. J'adore ce format parce qu'elle se glisse parfaitement dans les sacoches de cadre qu'on vient mettre au top tube. Donc vraiment, ça va se glisser comme ça. Et ça, avec ça, je peux recharger mon téléphone 7 fois, je crois. Donc moi, je fais des aventures d'une semaine généralement, donc ça suffit amplement. Quel type de budget pour une batterie comme ça? Alors, je saurais plus dire. Mais une 50aine d'euros, je crois. Ouais, c'est ça, 50-60. Donc ça, vraiment, c'est un investissement qui vaut le coup si on veut être serein d'esprit. Après, l'autre chose à savoir, encore une fois, c'est que de manière générale, moi, mes aventures se passent en France ou en Europe. Je suis rarement dans des endroits vraiment reculés où je me mets en danger si j'ai plus de batterie. Ou alors je vais pouvoir faire des petites pauses pour recharger mon téléphone quelque part dans une gare ou ce genre de choses. Donc voilà. Et l'autre option low-tech, c'est la bonne vieille carte papier, qui est évidemment quelque chose à laquelle on pense plus forcément dans nos sociétés aujourd'hui où on a tout un tas de technologies pour nous accompagner, mais qui est finalement un kiff en soi vraiment de se dire parfois je pars juste avec une carte papier. Tu la prends même quand tu pars là, sur 3-4 jours, tu fais ton meilleur itinéraire Komoot, etc. Est-ce que tu as quand même une petite carte par sécurité dans le fond du sac alors ça dépend. En France, pas forcément. En France, parce que je sais pas, c'est mon pays, je m'y sens à l'aise. Et puis
Et je sais comment fonctionnent les trains, je sais comment fonctionnent les gares ou le réseau routier, ce genre de choses. Je sais que je serai pas trop en galère. Là, cet été, quand j'ai fait Amsterdam-Berlin, du coup, là, ouais, c'était un peu plus l'aventure. Et là, pour le coup, donc, c'était pas une carte IGN ou ce genre de choses, c'était une carte qui est éditée par le réseau cyclable européen. Donc, vous savez, il y a plein de véloroutes européennes qui traversent l'Europe en long, en large. Et donc là, Amsterdam-Berlin, c'était une de ces véloroutes. Ça s'appelle la véloroute des capitales, qui part de Londres et qui traverse toute l'Europe jusqu'à Moscou. Et donc là, en fait, quand tu peux acheter le tracé GPX en ligne, et quand tu achètes le tracé GPX en ligne, il t'envoie également une carte papier à la maison avec un peu toute cette trace. Donc là, ouais, j'avais cette petite carte au cas où. Et là, pour la Norvège, ouais, évidemment, vu qu'on va être un peu dans un no man's land pendant quelques jours sur le trip, on va avoir les cartes papier au cas où. On a aussi prévu des itinéraires, on va dire, de secours si jamais il y a quelque chose qui se passe pas bien pour savoir où sont les points de ravitaillement les plus proches, les grandes villes les plus proches, ce genre de choses. Donc ça, c'est des choses à prendre en compte. Il y a une option dans les… Pardon, excuse-moi. Non, vas-y, On parle pas mal sur le chat, là, effectivement, l'option encore plus au-delà de la batterie, qui est le moyeu dynamo, là, qui… Exactement. c'est pour le coup une option qui permet d'être vraiment autonome. Alors, le moyeu dynamo, c'est… Explique comment ça fonctionne. Exactement. Donc, là, j'en ai un. Donc, le moyeu, c'est la partie centrale de la roue ici. Et en fait, tout simplement, à la rotation, ça vient charger une batterie. Et donc, aujourd'hui, il existe des solutions. Donc, moi, aujourd'hui, le moyeu que j'ai, c'est simplement pour l'éclairage. Donc, comme ça, je suis sûr que quoi qu'il arrive, peu importe les conditions, si je roule, j'ai de l'éclairage avant et arrière. Et après, il existe une solution, en fait, dans la potence. Il y a un petit port USB. Et en roulant, ça vient en fait alimenter ce port USB sur la potence au guidon. Et on peut y brancher un téléphone ou justement son petit ordinateur de bord, son Wahoo par exemple, ou un éclairage, ce genre de choses. À savoir qu'après, du coup, la limite de ça, c'est que pour que ça marche, il faut rouler. Donc, il y a des tests qui ont été faits en ligne. Je crois que entre 10 et 20 km/h, globalement, vous gardez votre smartphone en vie. Si vous voulez vraiment effectivement recharger votre téléphone, il faut rouler à plus de 20 ou 25 km/h, quelque chose comme ça, je ne me souviens pas. Mais c'est une solution qui peut permettre de garder de la batterie. Tu t'ajoutes en plus une contrainte de résistance quand même, parce que la dynamo c'est super, mais il y a probablement une légère résistance, si minime soit-elle, mais ça se ressent pas du tout vraiment. Non, franchement, ça va. C'est quelque chose quand même aujourd'hui qui est plutôt bien foutu. Et je sais qu'aujourd'hui, il y a des donc Decathlon qui a sorti une gamme de vélos de voyage, les vélos Riverside Touring. Sur certains vélos, ils sont équipés de série par ces potences dynamo, donc c'est hyper cool. Mais voilà, ça peut être une solution pour si on veut s'assurer, même si au pire on est vraiment en galère, on met le vélo à l'envers et puis on fait tourner la roue pour recharger son téléphone. Ça peut être une solution si vraiment on est en galère. Il y a pas mal de questions là sur. On va commencer à sortir de l'itinéraire à tout. On va passer à l'équipement. J'ai l'impression, Alpaga, là. J'ai noté une question. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de sujets à traiter en peu de temps, mais c'est une bonne intro. Il y a le sujet, comment on appelle ça, sécu, en tous les cas, vol. Quand à chaque fois que je pars en vélo, je pars avec un U et je l'utilise jamais, en fait. Et finalement, c'est un truc qui coûte plutôt qui pèse assez cher. Putain, qui coûte cher et qui pèse lourd, ouais. Exactement. C'est autour de 60 € à mon U et puis ça pèse 2 kilos, je pense. Toi, c'est quoi ta théorie là-dessus, ta politique sur le cadenas? Alors moi, je l'ai pris à côté de moi là pour vous montrer. Ça a été une vraie révélation pour moi. C'est ce petit truc fait par Abu. Ça coûte 15 €. Peser beaucoup moins de 2 kilos. Ouais. C'est rien du tout. Enfin, je saurais même pas te dire combien ça pèse, mais c'est plus léger que mon smartphone. Et en gros, donc ça, c'est un câble. C'est un petit câble qui fait 60 cm, donc suffisant pour accrocher une roue, le cadre à un poteau. Et c'est à code, donc ça c'est chambé parce que du coup t'as pas peur de perdre une clé. Et du coup en fait, ça c'est tout con, ça peut paraître très fin et on peut se dire que c'est très facile à couper. C'est effectivement très facile à couper. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, enfin le constat que j'ai fait moi sur mes aventures à vélo, effectivement les premières, je suis parti avec un gros cadenas, un gros U, et en fait je me rendais compte qu'effectivement je m'en servais jamais parce que soit j'ai besoin de laisser mon vélo seul pour le laisser devant une épicerie le temps d'aller acheter 2-3 conneries à acheter, ou je sais pas, rentrer dans une gare acheter un ticket ou que sais-je.
ou alors les moments où je dors, mais généralement je dors au pied de mon vélo. Et en fait, tout ça, ça permet d'éviter ce que j'appelle les vols opportunistes, à savoir avoir un vélo seul garé devant une épicerie et juste le mec passe, il le prend et il s'en va avec. Ça, il faudrait que le mec ait quand même une pince coupante avec lui. Et pour que vous tombiez, enfin, ça fait quand même beaucoup de facteurs pour que vous ayez sacrément la poisse, pour que vous tombiez sur un mec qui se balade avec une pince coupante avec lui. Mais voilà, ça, c'est le petit truc vraiment magique. Ça rentre dans la poche de mon jersey à l'arrière. Ça prend vraiment rien comme place. Et c'est vraiment le truc qui a changé ma vie parce que même quand je dors au pied de mon vélo, ça, je l'accroche, je sais pas, je l'accroche à ma roue, à mon cadre, et puis je l'entortille un peu de façon relou à mes sacoches qui sont au pied de mon vélo. Moi, je suis vraiment parano, donc je vais aussi attacher les lacets de mes chaussures au rayon de mon vélo. Comme ça, je suis sûr que si le mec veut partir avec mon vélo, il est obligé de me réveiller. Donc voilà, ce genre de petites astuces. Mais voilà, ça c'est vraiment le truc qui a fait que j'ai arrêté de prendre un U avec moi et qui me sève beaucoup de poids sur le vélo. Ok. Tu peux nous redonner la référence par hasard? Ouais, donc ça s'appelle Abu Combiflex. Je vais essayer de le montrer. Ça coûte Ouais, on voit 15 très bien. euros. Pendant que les gens la regardent, je vais juste relayer dans le chat l'article, qui est l'article par lequel moi je vous ai découvert et qui m'a trop inspiré, qui est Comment s'équiper pour 1000 km de bikepacking, dans lequel tu parles de ce fameux cadenas. J'aurais pu parier que tu allais le mettre à côté de toi parce qu'effectivement, j'ai trouvé ça vraiment intelligent. Et voilà. Et du coup, en particulier, ce cadenas est, euh, est mis en avant. Et si je me trompe pas trop, je l'ai pas relu avant que tu viennes, pardon, mais tu mets un peu les refs des choses que tu mets en avant. Donc pour ceux qui cherchent effectivement la ref ou qui n'ont pas eu le temps de noter, vous le retrouverez sur cet article. Effectivement, quand je suis parti cet été-là sur Amsterdam-Berlin, du coup, on a posté tout un tas de stories pendant mon trip, etc. Et j'avais énormément de questions sur le matériel que j'emportais. Du coup, j'ai décidé en rentrant de faire un article hyper détaillé sur tout mon matos. C'est un article très long, il fait 4 pages. Mais je voulais qu'il soit le plus détaillé possible pour que chacun puisse vraiment retrouver le truc parce que moi, quand je me lançais dans les aventures à vélo, c'était hyper important pour moi d'avoir ce truc label testé et approuvé par des voyageurs et savoir ce que les gens utilisent dans la vraie vie pour des aventures à vélo. Et du coup, je me suis dit que vu qu'on me posait la question, j'allais faire un article. Donc, vous pouvez retrouver cet article sur notre site. Ça s'appelle Comment s'équiper pour 1000 km de bikepacking. Et puis, il y a effectivement toutes les refs précises de tout ce que j'ai emporté avec moi et pour quelles raisons je l'ai emporté avec moi. Trop cool. Je vais juste poser une petite question parce que on aurait quand même pu commencer par ça, etc. On a compris que les rookies, là, c'est surtout axé sur le gravel. Effectivement, là, on voit les vélos derrière toi. La première question aurait quand même pu être quel type de vélo utiliser et pourquoi? Avant d'embrayer sur les sacoches et tout, parce qu'effectivement, bon, il y a énormément de questions. Exactement. Non, c'est une Mais très bonne question. quel type de vélo? Et vu que la réponse est relativement évidente, pourquoi, pourquoi le gravel? Non, alors, sache que non, justement, je vais te dire pas forcément le gravel. C'était en gros, une autre chose que je voulais préciser, c'est que, encore une fois, c'est la beauté du vélo, c'est qu'il y a tellement d'options disponibles aujourd'hui, que vous ayez envie de partir faire une aventure sur de la route, que vous ayez envie de partir faire un truc vraiment chill en mode cyclotouriste, ou un peu plus aventure avec le minimum sur vous. J'ai vu même des gens qui font des aventures en pignon fixe. J'ai vu là récemment un gars qui s'appelle Rémi Quinquin, qui est incroyable, qui a fait du bikepacking avec un Brompton pliable parce qu'il voulait mettre à l'épreuve le voyage avec le train. Et donc, il a trouvé tout un tas de solutions pour accrocher des sacoches sur un Brompton pliable, un tout petit vélo avec des toutes petites roues. Donc voilà, vraiment, peu importe votre usage et vos envies et vos habitudes, vous trouverez forcément une solution qui vous convient. Moi, effectivement, j'ai commencé mon premier voyage à vélo. C'était avec un pote complètement à l'arrache pour partir à Deauville. Il venait de finir ses études, il voulait faire un truc débile et on a décidé le jeudi qu'on partirait le vendredi matin, pardon, à Deauville sur des vélos qui n'étaient pas du tout à notre taille, qui n'étaient pas du tout adaptés. Et pour autant, on a kiffé, ça a marché. Si vous regardez sur la Madjack, qui est un événement hyper cool, donc on est partenaire cette année d'ailleurs, il y a des gens qui rejoignent ces événements. Ils ont tous les vélos, autant le vélo qui traîne au bout dans son garage depuis le vélo de grand-père qu'ils ont un petit peu remis en état. Et voilà, tant que ça roule et tant que vous vous sentez bien sur le vélo, vous pouvez partir avec. Effectivement, après, nous, dans notre usage, on a eu un gros coup de cœur sur le bikepacking parce que c'est vraiment sur le gravel
parce que le gravel offre vraiment cette polyvalence et de se dire si tu as envie de faire de la route, tu peux faire de la route. Et si tu vois un petit chemin qui bifurque de ta route dans une forêt, tu peux la prendre aussi et ça devient une toute autre aventure et tu vois des trucs complètement différents. Donc, tu as vraiment ce truc avec le gravel de vraiment pouvoir passer n'importe où. Alors que si tu es que sur un vélo de route, bah, tu peux rouler que sur la route. Et à l'inverse, si tu as un VTT, bah, quand tu seras sur route, tu seras peut-être un petit peu ralenti ou moins à l'aise ou ce genre de choses. Donc effectivement, nous, on adore le gravel. Mais après, aujourd'hui, il y a, encore une fois, comme je dis, tu as des cyclotouristes qui partent avec les sacoches cavalières sur des VTC un peu plus trekking, on va dire, et ça marche tout aussi bien, et sur des randonneuses, etc. Donc vraiment, c'est chacun son choix, mais après, voilà, faut tester, faut voir ce qui nous convient. Et puis, vous trouverez forcément, j'ai aucun doute. Exactement. J'avoue que je suis plus de la catégorie que tu viens de citer du VTC avec les sacoches à l'arrière là. Et du coup, bah, il y a eu quelques questions sur les sacoches. Sur un gravel comme ça, quand tu pars là, typiquement, encore une fois, pour votre projet Norway, euh, comment tu organises tes sacoches? Enfin, quel type de sacoche là tu utilises avant, arrière, partout, j'imagine. Et Ouais. surtout, en fait, la question sous-jacente, c'est on imagine très bien avec des sacoches cavalières, tu as tes deux grosses sacoches là à l'arrière et tes deux grosses sacoches à l'avant. Ok, tu mets vraiment beaucoup de choses. C'est vrai que sur un gravel, j'ai du mal quand même à imaginer qu'on puisse mettre autant de matos. Donc, où serait le compromis? C'est vrai qu'on dit souvent qu'à vélo, tu transportes le poids de tes peurs et que ce qui va peser lourd, c'est tous les au cas où que tu as emmené avec toi. Euh, mais effectivement, sur un gravel, quand tu n'as pas les sacoches cavalières, nécessairement, l'espace est restreint et donc il faut faire des choix. Donc moi, la façon dont je procède, c'est que bon, je vais pouvoir faire l'illustration. Généralement, j'ai donc une sacoche de selle qui vient donc qui est un peu cette espèce de cône un peu long qu'on vient placer sous la selle. J'ai une sacoche de cadre qu'on vient mettre là le long du cadre en haut, qui vient s'accrocher sur le tube tout en haut. Et j'ai une sacoche qui vient, encore une fois, une sorte de rouleau, une sorte de tube qui vient se mettre entre les manivelles de mon guidon. Donc ça, c'est un peu les trois sacoches principales que j'ai. Après, j'ai une autre petite sacoche que je viens accrocher à mon guidon, qui est une sorte de petite sacoche dans laquelle on peut glisser une gourde, mais que moi j'utilise pour glisser mon appareil photo. Donc voilà, ça c'est un peu les sacoches de base que j'utilise. Après, là, sur la Norvège, ça va être un petit peu un challenge différent parce que on compte faire un film. Et du coup, forcément, on a des ambitions de qualité derrière ce film. Donc, on va emmener des caméras, on va emmener des objectifs, on va emmener un drone. Et donc là, forcément, on part dans un délire complètement limite débile en termes de poids et d'organisation des sacoches. Donc, c'est pour ça, la Kelly, il m'a fait ce super porte-bagages sur lequel je vais pouvoir mettre tout mon matos photo et vidéo dans une sacoche parce que j'ai pas trouvé de sacoche existante, donc c'est pour ça qu'on me lance avec Tangente Atelier qui va me faire une sacoche sur mesure pour mon matos photo et vidéo pour mettre à cet endroit, donc ça va être chambé. Mais globalement, la façon dont j'organise mes sacoches pour ce genre d'aventure, c'est en fait, il faut réfléchir comme si on organisait un appartement. À l'avant, ça va être la chambre à coucher. Donc, l'avant, les sacoches qu'on met entre les guidons, elles sont pas forcément très accessibles, les espèces de rouleaux que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, vraiment, c'est une sacoche que vous allez ouvrir seulement le soir, une fois que vous êtes posé, une fois que vous avez fini de rouler, dans laquelle vous allez mettre tout ce qui est couchage, donc les matelas, le sac de couchage, éventuellement un petit oreiller. Donc là, je peux vous montrer, moi, par exemple, là, moi, ça, c'est mon matelas. C'est pas très grand. C'est un petit matelas gonflable de chez Sea to Summit aussi, qui est chambé. J'ai un petit oreiller comme ça aussi de chez Sea to Summit. C'est tout petit. Et que je viens glisser dans ces sacoches-là. Donc voilà. L'avant, pour moi, c'est la chambre à coucher. C'est une sacoche que je vais ouvrir qu'une fois que j'arrive le soir sur mon campement et que, en théorie, durant la journée, je vais pas toucher. Ensuite, sur la sacoche de cadre, donc celle centrale, c'est un peu ma salle de séjour bureau. Vide poche où je viens mettre tous les trucs du quotidien, donc tout ce qui est lunettes, portefeuille, masque chirurgical, batterie externe, chargeur, cadenas, couteau, kit de réparation, parce que si jamais il se passe une couille, vous n'avez pas envie de devoir chercher votre kit de réparation tout au fond d'une sacoche, vous préférez que ce soit quand même plutôt accessible et sous la main. Donc voilà, donc ça, c'est la sacoche de selle, c'est vraiment la sacoche de cadre, c'est vraiment tous les trucs qui doivent être facilement accessibles et que j'ai envie d'avoir sous la main. Là aujourd'hui avec Tangente, on bosse sur une sacoche qui va remplir en fait tout mon triangle
Oh là, je fais dans le mauvais sens. Putain, c'est dur de faire à l'envers. Hop. Qui va faire tout mon triangle. Et en fait, qui va faire tout le triangle du cadre exactement. Et en fait, la sacoche du bas, il va nous faire un petit insert pour mettre des poches à eau, des camel packs, pour que ça remplace les gourdes. Et du coup, en fait, on aura un petit tuyau qui va sortir de la sacoche et on va pouvoir s'hydrater directement depuis la sacoche. Ah ouais. Et ça peut permettre de ranger des petits trucs plats en plus dans cette sacoche-là. Donc ça, c'est une solution vraiment cool. Et tu as quand même les petits porte-bidons à l'arrière, assez peu conventionnels, j'ai l'impression, mais tu as quand même les petits porte-bidons sur l'arrière. C'est ça. Ça, c'est une solution qu'on a découvert justement chez Decathlon sur leur Riverside. On les a vus faire ça. Ils accrochent les porte-bidons derrière. C'est hyper pratique parce que du coup, effectivement, ça dégage complètement le triangle du cadre pour mettre des sacoches qui remplissent tout le triangle. Et du coup, effectivement, quand on a fait le vélo avec Kélis, là, on lui a demandé de faire des petits porte-bidons à l'arrière. C'est pas le truc le plus accessible pour choper en cours de route. Donc, c'est pas un truc qui est pensé comme ça, mais au moins, ça nous fait une petite excuse pour faire une pause. Et puis, donc voilà. Donc ça, c'est chambé. Et enfin, ma sacoche de sel, qui, elle, est un peu la salle de bain et le dressing. Donc, je vais venir y ranger donc tous mes vêtements, mon change et tout ce qui est trousse de secours, couverture de survie, trousse de toilette. Donc là, je peux vous montrer, ça, c'est ma trousse de toilette. Ça vient de chez Decathlon, c'est Forclaz. C'est une trousse de toilette de randonnée qui est vraiment cool parce qu'elle se replie sur elle-même et puis elle se déroule comme ça. Et il y a un petit truc pour accrocher, décidément, accrocher à la branche d'un arbre pour pas que ça peut rester comme ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Si jamais vous cherchez les trousses de toilette, vraiment légères, et pareil, ça coûte 10 €, c'est rien du tout. Donc c'est hyper cool. Donc voilà, sacoche de sel à l'arrière, c'est salle de bain et dressing. Concernant peut-être les vêtements que j'emporte avec moi, ça peut être intéressant. Mes premiers voyages à vélo, j'étais un gros parano de prendre des au cas où, donc je partais avec une tenue par jour, c'était ridicule. Ouais, c'est ça, exactement, une tenue pour la ville, une tenue pour le vélo. Maintenant, avec le temps, j'ai appris que j'en avais pas forcément besoin. Mais globalement, ce que j'emmène, les indispensables, je dirais, c'est une petite doudoune, une micro-doudoune. Moi, là, j'ai cette doudoune-là de chez Columbia, qui est toute légère, toute fine, mais qui pour autant tient hyper chaud. Et ça, c'est primordial pour déjà le soir, quand vous arrivez au campement. Vous allez être tout chaud, vous avez les muscles chauds, mais vous allez arriver, vous allez vous refroidir et la température va baisser et vous allez avoir hyper froid. Donc, la petite doudoune, c'est indispensable sur une aventure à vélo. Après, évidemment, donc le cuissard cycliste, qui n'est pas forcément le plus sexy. Moi, je porte un cuissard cycliste par-dessus lequel je mets un short parce que j'aime bien avoir des poches quand même. Mais j'encourage vivement à prendre 2 cuissards cyclistes quand vous partez avec vous. Déjà, selon la durée de votre aventure, pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour des raisons de confort au niveau des fesses. Et je vous encourage à prendre 2 modèles différents de cuissards parce qu'ils auront des pads et des mousses placés différemment sous vos fesses. En fait, si vous utilisez qu'un seul cuissard sur toute votre aventure, vous allez toujours avoir les mêmes points d'appui et les mêmes points de friction sur vos fesses et sur la selle. Et ça peut devenir vraiment, vraiment, vraiment pénible. Alors que si vous prenez 2 cuissards différents, soit de marques différentes ou juste 2 modèles différents chez la même marque, vous allez avoir des pads différents et du coup, ça va soulager les points d'appui que vous avez fait travailler pendant les kilomètres précédents. Donc ça, vraiment, j'encourage vivement à faire ça. Tant qu'on en est à parler des fesses, je vous encourage, si vous partez sur plusieurs jours aussi, à prendre des crèmes pour vous soulager la peau des frictions. Ça, c'est très important et je vous encourage aussi à la mettre avant que vous ayez mal. Il ne faut pas attendre d'avoir mal pour mettre la crème parce que ça veut dire que c'est déjà trop tard. Et l'autre chose concernant les cuissards et les fesses, c'est on ne met pas de sous-vêtements sous les cuissards. Il y a des ingénieurs textiles qui ont travaillé très dur pour vous faire des cuissards sans couture, pour qu'il y ait le moins de friction possible quand vous bougez dans les cuissards. Donc en fait, quand vous mettez des sous-vêtements, vous rajoutez des coutures et vous rajoutez des points de friction. Donc d'une part, vous allez avoir mal, ça va vous gêner, ça peut vraiment devenir désagréable. Et en plus de ça, vous jetez à la poubelle des heures de travail de pauvres ingénieurs textiles, donc c'est pas cool. Donc voilà. Avant que tu changes de sujet, quelle marque pour la crème? Lui, ça a été demandé là. D'ailleurs, vas-y, je te laisse répondre. Ouais, alors vous allez voir beaucoup de marques de cyclisme vous vendre des crèmes peau de chamois qui peuvent être relativement chères.
C'est une solution, mais c'est pas forcément les plus efficaces. En vrai, la solution la plus économique et la plus efficace, c'est d'aller en pharmacie. Vous avez tout un tas de choix de crèmes. Parfois, ça peut être un peu chelou parce que ça peut être des crèmes pensées peut-être pour des personnes âgées ou ce genre de trucs. Donc, vous étonnez pas si on vous regarde chelou à la pharmacie. Mais en vrai, les crèmes type Cicoplast, ce genre de trucs, nous, ça c'est aussi un conseil que nous a donné Sophie Gâteau, qui est une ultra cycliste hyper expérimenté qui nous a donné ce petit conseil, donc je vous le partage aussi. C'est la crème Cicoplast qui est en pharmacie et qui vous coûtera 2 fois moins cher que des crèmes soi-disant dédiées aux cyclistes qui en vrai sont les mêmes, si ce n'est un peu moins efficaces. Sophie, d'ailleurs, Sophie qu'on salue puisque j'ai vu passer son nom dans le Zoom. Donc voilà, salut Sophie, merci, Voilà merci d'être Sophie, bah, parmi nous. si vous voulez encore plus de conseils bikepacking, on a fait une interview avec Sophie récemment qu'on a posté sur les Rookies. Sophie, là, elle a fait entre autres la Northgate 4000, qui est une épreuve de 4000 km qui parle de l'Italie jusqu'au Cap Nord en Norvège. Donc autant vous dire qu'elle a 2-3 conseils à donner pour ceux qui souhaiteraient se mettre en voyage à vélo. Donc Holoplast Exactement. qui vient de nous être conseillé. Bah, c'est super. Donc vous pouvez Parfait, retrouver son magnifique. interview et ses conseils sur notre site. Vraiment, je vous encourage à les lire. Elle nous a donné vraiment plein de conseils cool. Ok, trop bien. Je m'excuse par avance, là il y a vraiment beaucoup de questions. Donc s'il y en a qui passent sous le radar, c'est absolument pas intentionnel. Le choix est fait en temps réel. Donc voilà, je pose ça en aparté, bien entendu. Alors il y a eu pas mal de questions là. Je pense que ça m'intéressait pas mal de monde sur justement la gestion du matériel photo. Donc tu as abordé l'idée de place. Donc bon, on a bien compris et tout. Le setup il est quand même assez carré. Mais que faire pour ne pas l'endommager? C'est du matos qui est quand même fragile. Tu peux avoir des vibrations particulièrement en gravel. Est-ce qu'il y a des conseils pour pas partir avec ton plus beau drone et revenir avec un drone cassé? Alors malheureusement, ouais, sur un vélo, effectivement, comme tu dis, surtout en gravel, des tremblements, tu vois, des secousses, tu vas en avoir de toutes parts. Et effectivement, c'est du matos fragile et en plus du matos qui coûte cher. Donc l'idée, c'est de le protéger au maximum, effectivement, de ces tremblements. Moi, généralement, quand je pars en voyage à vélo, je pars avec mon Fuji X-T2 que j'ai mis là à côté, pour ceux qui veulent voir. Il est tout petit, il est assez léger. Je pars avec un seul objectif qui est un 35 mm. C'est une focale fixe pour ceux que ça parle, qui pour mon usage vraiment permet de tout faire, tant du portrait rapproché que du paysage. Et donc voilà, et ça me permet de le garder dans un format relativement réduit. Ça fait 500 grammes à peu près. Et en fait, celui-là, je le mets dans la petite sacoche de guidon que j'évoquais tout à l'heure, qui en fait va pendre un petit peu dans le vide. Et en fait, elle est fixée par une sangle à la fourche, ce qui fait qu'elle bouge pas trop, mais elle bouge un petit peu. Et ce qui fait que paradoxalement, ça absorbe un petit peu. Enfin, en fait, elle vient pas taper contre quelque chose. Ce qui fait que ça absorbe un petit peu les vibrations et les secousses. Puisqu'elle se balade, elle a cette petite flexibilité. Voilà. Après, donc là, pour tout ce qui est pour la Norvège, donc là, effectivement, on va partir. On a fait des heures entières de recherche de quel est le matériel qu'on peut emporter avec nous pour répondre à nos exigences en termes de qualité sans être trop lourd, trop encombrant. On a fait notre liste de matériel pour filmer cette aventure. Et du coup, en fait, là, donc ça va être fixé à ce porte-bagages à l'avant, là. Et en fait, on a demandé à Tangente de protéger au maximum par un gros bloc de mousse le fond de la sacoche pour donc éviter ces secousses, enfin ces vibrations. Et ensuite, à l'intérieur, ce qui est primordial, c'est que vraiment tout soit hyper bien fixé, tout soit hyper bien serré. Donc, on a vraiment pensé la sacoche en fonction de la taille de chaque objectif, chaque caméra, chaque batterie, pour que tout ait vraiment sa place dédiée sur mesure selon le matériel, pour que ça se ballotte le moins possible à l'intérieur, ce qui permettra déjà de limiter un petit peu les vibrations. Et ensuite, sinon, le Fuji, moi, je le porte quand même la plupart du temps avec la sangle autour de moi, comme ça, en fait, tout simplement, avec le truc dans le dos, ce qui permet que ça fait que ça bouge pas trop. Il existe des solutions qui viennent en fait ajouter une sangle par là. Comme ça, vraiment, ça bouge pas. Ça fait un peu comme un sac à dos et ça bouge pas du tout. Moi, je suis pas personnellement pas hyper fan parce que j'ai envie de pouvoir à tout moment tourner mon appareil photo pour pouvoir shooter. Mais la petite astuce que moi je n'ai pas faite là, mais c'est d'acheter des sangles
avec des petits bouts caoutchouteux là sur la sangle. Comme ça, vraiment, ça glisse pas du tout sur l'épaule. Et vous pouvez l'avoir autour de votre cou, autour de votre épaule, enfin autour de votre buste pendant que vous roulez. Et a priori, ça bougera pas trop. Après, effectivement, on est quand même dans un cadre de voyage avec des sacoches. Donc, a priori, vous n'êtes pas trop sur des single tracks hyper engagés à faire des roues arrière et à faire des bunny up dans tous les sens. Donc, a priori, l'appareil photo devrait rester à peu près stable. Voilà, ça devrait marcher. Tu es en mute. Tout quand tu es en. Ouais. Désolé, merci pour les réponses sur matos, là, le transport du matos photo notamment. Il y a pas mal de questions là sur le choix de la selle. Ça rejoint un peu aussi les questions qu'on a abordées avec le cuissard, etc. C'est quoi, toi, les critères que tu Alors, utilises pour choisir une bonne selle? Notamment pour partir plusieurs jours, plusieurs semaines, comme vous apprêtez à faire. Alors là, la selle, effectivement, c'est, vous vous en doutez, un point primordial dans le choix du matériel parce que c'est la chose qui vous relie à vélo et c'est sur cette chose que tout votre poids va reposer pendant plusieurs heures par jour et pendant plusieurs jours par la suite. Donc, effectivement, c'est primordial. Malheureusement, je pourrais jamais recommander une selle à quelqu'un parce que c'est extrêmement personnel. Ça dépend de la largeur de votre postérieur, ça dépend du périnée, ça dépend de votre position sur le vélo, ça dépend du type de position de vélo que vous avez. Donc moi, je sais quelle selle fonctionne sur moi. Après les avoir testés, quoi, finalement, il y a malheureusement pas trop d'autres moyens que de savoir si ça vous convient ou pas. Mais du coup, forcément, le conseil, c'est de jamais. Et d'ailleurs, c'est aussi un conseil que Sophie nous a donné pendant notre interview, c'est de jamais partir avec du matos que vous avez jamais testé auparavant. Si vous partez en aventure, faut que vous ayez testé votre selle au moins sur une grosse longue sortie pour voir comment vous vous sentez après. Et ça marche du coup pareil avec le vélo, pareil avec les sacoches. Partez avec du matos que vous avez déjà testé au moins sur une sortie, dans l'idéal dans des conditions extrêmes, parce que vous n'avez pas envie de vous rendre compte au bout de 2 jours que vos sacoches sont pas imperméables, que votre selle vous fait mal, que votre vélo n'est pas à votre taille. Donc voilà. Mais du coup, la selle, effectivement, après, il existe des solutions. On peut faire ce qu'on appelle des études de votre position sur le vélo. Vous pouvez faire chasse ces différents vélocistes. Il y en a quelques-uns à Paris et enfin, il y en a partout en France qui le proposent. Selon le vélociste, ça peut aller de 100 à 300 euros. Généralement, les études posturales, elles sont faites pour des sportifs ou des athlètes pour vraiment optimiser leur performance sur le vélo. Mais c'est en train de se démocratiser pour tous les voyageurs à vélo qui veulent justement s'assurer, puisqu'ils vont passer plusieurs heures par jour sur leur vélo, ils veulent s'assurer que leur position sur leur vélo est optimale. Et du coup, lors de ces tests, ils peuvent un petit peu étudier votre corps, la hauteur de vos jambes, votre périnée, votre postérieur, etc. Et à partir de ça, ils peuvent vous conseiller différents types de selles. Il existe des selles plus ou moins longues, plus ou moins larges, avec un trou à l'intérieur ou non, ce genre de choses. Et en fait, selon ce qui est ressorti pendant l'étude posturale, ils peuvent vous conseiller sur tel ou tel type de selle. Okay. Tout ce qui va être c'est la mémoire de forme dont on entend parfois parler, c'est quelque chose que, alors tu l'as bien dit, hein, c'est très très personnel, mais c'est quelque chose qui est quand même majoritairement utilisé ou pas forcément tout ça. Donc je pense que tu penses aux selles Brooks notamment. Par exemple, ouais. Donc les selles Brooks, c'est un peu une référence dans le milieu du voyage à vélo, déjà parce qu'ils sont là depuis toujours et puis parce qu'en plus c'est vraiment de la bonne qualité ce qu'ils font. Donc effectivement, c'est des selles en cuir qui au début vont vous faire un petit peu mal, ça va être un petit peu curieux, mais la raison pour laquelle elles vous font mal, c'est parce qu'elles s'adaptent justement à vos fesses et à votre posture. Et vous allez voir au bout de quelques heures, au bout de quelques jours, quand vous allez vous asseoir sur votre selle Brooks, mais vous allez être comme sur un fauteuil. Mais du coup, c'est hyper marrant parce que vous allez prêter votre vélo à quelqu'un et il va vous dire mais comment tu fais pour t'asseoir dessus? C'est horrible. Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu peux être assez confortablement là-dessus? Mais c'est tout simplement parce que la selle s'est adaptée à vous et pas à quelqu'un d'autre. Donc, c'est des selles qui peuvent paraître relativement chères. Ça peut coûter jusqu'à une centaine d'euros. Mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup parce que c'est un des trucs qui va faire si votre voyage va se passer correctement et confortablement ou non. C'est très juste, je trouve, ce que tu as dit, que c'est effectivement ce qui te relie à ton vélo quand même, avec le guidon et les pédales. Et alors justement, il y a un gros débat encore là dans le chat sur le type de pédales.
Quel est ton avis ou quelles seraient tes recommandations là-dessus? Alors là, encore une fois, et franchement, j'y reviens encore, c'est la beauté du vélo, c'est qu'il y a tellement de solutions et le but, c'est que vous vous sentiez à l'aise. Le but, c'est que vous trouviez le truc qui marche pour vous. Il n'y a pas de règles. Vous allez voir tout le monde être en pédale auto, mais ça ne veut pas dire que les pédales auto fonctionnent pour vous. Moi, pendant des années, on se foutait de ma gueule parce que je faisais mes sorties boueuses gravel en Nike avec des pédales de BMX et des sangles que j'avais prises sur mon fixie, et qui étaient, on va dire, pas le truc le plus commun parce que tout le monde était en pédale automatique dans ce milieu. Après, effectivement, j'ai essayé les pédales automatiques. Je me suis rendu compte qu'effectivement, pour mon usage sur des sorties, effectivement, j'y voyais un changement et ça m'a plu. Mais du coup, généralement, sur des sorties, on va dire gravel, fun, le week-end, je vais être en pédale automatique la plupart du temps. Et en voyage, j'aime bien être en chaussures de ville et avec des pédales plates. Tout simplement parce que déjà, ça m'évite de prendre 2 paires de chaussures parce que je prends que des chaussures de ville, alors que si on part en pédale automatique, il faut avoir des chaussures avec des cales pour les pédales automatiques. Mais le soir, quand on est en ville, sur son campement, on a envie d'avoir des chaussures plus confortables. Et puis voilà, tout simplement, c'est une autre façon d'être relié à son vélo, mais effectivement, c'est une question importante. Mais encore une fois, faut que vous trouviez votre solution. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est la solution sur laquelle vous vous sentirez à l'aise qui fera que ça deviendra votre solution. Ok, effectivement, mais bon, on le rappelle, effectivement, tous les points dont on parle, parce qu'effectivement, il y a pas mal de débats quand même dans le chat et c'est normal. On est là pour discuter de tout ça. Il n'y a pas de bonne solution. Chaque solution est très, très C'est ça. personnelle et voilà, chacun trouve. Il y a ce truc un peu curieux dans le vélo, etc., c'est que effectivement, mais c'est aussi encore une fois la beauté du truc, c'est qu'il y a tellement de solutions, mais tu as certaines personnes qui vont être persuadées que leur solution devrait être la solution universelle. Ouais, Donc tu peux voir sur certains forums ou certains groupes Facebook des gens qui vont dire que tu es complètement malade d'être en pédale automatique ou que tu es complètement malade d'être en monoplateau, par exemple. Tu as ce genre de débat ou que tu es en bikepacking et pas en mode sacoche cavalière, etc. Franchement, c'est votre choix. Il faut que vous vous sentiez à l'aise sur le vélo. Vous allez passer des heures dessus. Le but, c'est que ce soit un moment de plaisir, un moment agréable. Et une des phrases que j'adore, que Sophie nous a dit pendant notre interview et qui était la conclusion de l'article, c'est que vous faites du vélo pour vous et pas pour les autres. Si vraiment il y avait une chose que vous deveniez retenir de cette masterclass, c'est que vous faites du vélo pour vous et pas pour les autres. Donc, peu importe ce que vous entendez en ligne, faites des essais pour vous, voyez ce qui fonctionne pour vous, évitez toute pression sociale qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux de t'as pas de sacoche bikepacking, etc., etc. Faites votre truc qui vous convient à vous. Il y a des gens qui adorent partir ultra léger, il y a des gens qui préfèrent le confort. Je connaissais un gars qui partait en voyage avec une chaise pliante sur ses sacoches parce qu'il adorait avoir sa chaise pliante en arrivant sur son campement. Grand bien lui fasse, c'est pas mon truc. Moi, je préfère partir léger. Mais si tu as envie de partir avec une chaise pliante sur ton voyage, vas-y. Et si ça te fait kiffer, qui on est pour dire que c'est pas la bonne solution, quoi. Donc voilà, faut tester, lisez ce qui se dit. C'est important d'avoir des retours d'expérience, de voir ce qu'ont fait d'autres voyageurs, ce qu'utilisent d'autres voyageurs. Mais après, gardez en tête que considérez ça uniquement comme des indications et pas comme des directives à suivre absolument, parce que tout simplement, ça se trouve, vous serez pas à l'aise avec ça. J'ai vachement dévié par rapport à la question de base. J'ai vraiment pas grand chose à ajouter. C'est un super, c'est un très beau mot, très beau message, effectivement, naturellement. Bon, alors, il est 19h59. On avait prévu du coup de rester jusqu'à 20h. Si ça vous va, je pense qu'on peut pousser encore un tout petit peu parce qu'il y a vraiment pas mal de questions. On n'arrivera absolument pas à couvrir tous les thèmes qui ont été abordés, etc. Mais bon, il y a quand même quelques trucs et on va essayer peut-être d'essayer de faire pas des réponses plus concises, mais d'être quand même assez efficace. Alors, il y a une question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce que tu aurais en tête des pays non vélo-friendly? Je ne sais pas trop comment tourner la question, mais ou des endroits où peut-être il y a moins de pistes cyclables, peut-être il y a moins d'équipements. Il y a une liste plus ou moins ou pas plus que ça? C'est terrible à dire. La France est en train de devenir un vélo bike friendly. C'est pas encore le cas partout. Il y a de très belles voies vertes qui sont construites et donc la France, franchement, il y a des trucs cool à explorer. Malheureusement, c'est pas encore le cas partout, mais il y a déjà de très beaux trucs qui existent. Après, en Europe, donc moi, ce que j'ai eu la chance d'explorer, Pays-Bas, Allemagne,
Pays-Bas, bon, forcément hyper bike friendly. Allemagne, hyper bike friendly, mais pas de façon homogène. Il y a des endroits vraiment où c'est chambé, chaque route est dédoublée d'une piste cyclable et des endroits où ça fait un peu plus peur. Pologne, pas du tout bike friendly en dehors des grandes villes, malheureusement. C'est encore très rural et même le réseau routier est peu développé. Mais après, dans le même temps, ce qui est cool, c'est que ça t'encourage à aller hors des sentiers battus, à aller vraiment sur des chemins. Mais du coup, c'est un peu moins loisir, c'est vraiment plus aventure pour le coup. À quoi je peux penser d'autre? Non, de ce que j'ai pu explorer, voilà. Après Norvège, les pays nordiques généralement dans les villes c'est quand même hyper bike friendly, mais pas forcément encore une fois dans les zones rurales où ça va être de la route type nationale, pas forcément bike friendly. Je crois que Sophie en avait fait l'expérience sur la North Cave justement où elle avait des routes avec des camions etc qui sont pas toujours très agréables. Mais voilà, ça peut être perçu comme une opportunité d'aller sur les chemins au lieu de rester sur les routes. Effectivement, pour rester un peu dans la même mouvance, tout ce qui a pu être qualifié de bike friendly ou non bike friendly est 100% subjectif. Et effectivement, un pays très peu bike friendly peut être super cool pour quelqu'un qui veut vraiment sortir des sentiers battus et c'est pas un énorme kiff. Versus des Pays-Bas qui, effectivement, comme on le sait un petit peu, est tout à fait adapté à la pratique du vélo comme ça. Pour sûr. C'est trop cool. Écoutez, comme j'ai dit, il y a encore vraiment beaucoup de sujets à cadrer et on pourrait rester probablement jusqu'à demain matin. Et ça fait vraiment très plaisir de voir un tel enthousiasme. Mais on va quand même, on va quand même devoir breaker là parce que sinon on pourra. On fera un chapitre 2 si jamais il y a on fera un chapitre 2, exactement. On pourra faire un chapitre avec 2, plaisir. mais merci beaucoup de l'avoir proposé d'ailleurs. Mais là, sinon, on en a probablement pour jusqu'à demain matin. Donc, ce serait avec plaisir. Mais bon, voilà. Écoutez, je viens de mettre dans le chat là, le lien du coup vers le site Les Rockies. En tout cas, pour ceux qui veulent un petit peu plus creuser les projets qui se font, notamment l'article sur comment s'équiper pour 1000 km de bikepacking qui reprend quand même un paquet d'éléments de tout ce qui a été dit. Et vous pourrez avoir un peu les références en tête, etc. Donc voilà, oui, Fabrice, malheureusement, je suis désolé, mais c'est déjà fini. Je suis en train de faire la conclusion et le mot de la fin. Je vais pas reprendre le discours que tu as fait il y a 5 minutes parce il est vraiment cool. On retiendra surtout que le vélo, c'est personnel, on pédale pour soi. C'est une super belle formule et merci Sophie, du coup, aussi d'être ici parmi nous et d'avoir dit cette formule qui est extrêmement juste. Voilà, pas forcément de voie unique à suivre. Là, on a eu plein de conseils de la part de quelqu'un qui n'est pas pro et c'est trop cool. Et voilà, on a passé un super moment. Un grand merci Yann d'avoir été avec nous. Si tu veux, je peux quand même te laisser un petit temps de parole si tu veux un petit mot de la fin en plus. Avec plaisir. Déjà, merci à vous pour l'invitation. C'est hyper cool. Merci d'avoir été. Putain, parfois, je voyais, on était plus de 150. C'est complètement malade. Mais ça montre justement l'engouement autour du vélo et autour de cette aventure du vélo à vélo. Et ça fait vraiment plaisir. Je pense que plus on sera à le faire, plus il y aura de solutions. Plus peut-être on aura même le droit de prendre notre vélo facilement dans le train et ce serait charmé. Mais voilà, gardez en tête que vraiment le vélo, comme tu l'as dit, c'est personnel. Ne soyez pas apeurés par des gens qui font des stats, qui font des 100, des 200 km. Commencez tout doucement à votre niveau. Faites des 10 km, des 30 km, des 60 km, des 100 km. Je pense que vous allez vous faire surprendre vous-même par quelle facilité en fait et comment vous êtes capable d'aller loin finalement et vous allez prendre plaisir à ça. Et moi, je pense à tous les trucs de malade et les moments incroyables que j'ai vécu grâce au vélo et je vous souhaite juste de pouvoir vivre au moins le quart de ce que j'ai vécu parce que ce serait déjà incroyable. Voilà, et j'espère que c'était très court finalement, 1 heure. J'ai pas pu. Enfin, il y a plein de trucs que j'aurais aimé rentrer plus en détail, mais l'acte 2 est tout à fait envisageable. On peut encore reparler pendant 1 heure et très largement, donc c'est super. Et écoutez, je pense que ce qui est super, c'est qu'on partage vraiment un point de vue assez commun dans au moins l'appréhension du vélo et surtout l'appréhension de ce qui est une aventure ou une micro-aventure. C'est vrai que quand on s'était appelé pour préparer cette interview, tu m'avais dit, ok, on est allé pédaler à Versailles. En fait, vu qu'il faisait froid, c'était une aventure. Ouais, carrément. Enfin, là, en plus, maintenant, on peut.
prenez vos vélos et allez crapahuter, c'est super. En tout cas, nous, en tant que Chiloé, on peut que vous encourager à ça. Et d'ailleurs, je vous mets dans le chat deux petits liens des prochains départs qu'on a vers nos micro-aventures. On a des super captains qui vous emmèneront crapahuter. Si vous êtes effectivement dans la situation de voilà, on est un peu newbie, on est un peu rookies, on a envie d'aller crapahuter, on ne sait pas forcément comment faire. Et ben, je vous invite à aller jeter un œil. C'est un peu l'instant promo, mais bon, écoutez, il faut bien quand même. Et dans tous les cas, allez checker. Et voilà, donc là, on a tous beaucoup de grains à moudre. Comme je commence à le dire à beaucoup de lundis, c'est super de commencer la semaine comme ça sur une note très positive. On peut enfin dépasser les 100 km. On a des conseils sur le vélo. Go, quoi. Faisons notre semaine et en fin de semaine, allons pédaler et voilà. Et on va kiffer. Donc écoutez, merci à tous et aussi votre enthousiasme qui est du jamais vu pour l'instant sur les masterclass, sur le chat, c'est vraiment trop cool. Donc merci à tous d'avoir été présents, passez une très bonne soirée. Merci Alpaya. Merci Alpaya. Merci à tous. Merci Yann et bonne soirée à tout le monde. À lundi prochain. On fait quoi lundi prochain? C'est quoi lundi prochain? Lundi prochain, on se retrouve pour parler alpinisme, pour parler alpi avec un guide, Raphaël, très bon gars. Donc voilà, rendez-vous lundi prochain pour parler alpi et je vous dis une très bonne semaine à tous. Salut. Salut. Merci à tous. Ciao.